journal vous est offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Très ravi de vous retrouver, messieurs, dames, dans ce 20h15 du miroir de la femme. Cela dit, nous débutons par les présentations de vœux du nouvel an au président de la République Issoufou Mamadou au palais présidentiel hier après-midi des forces de défense et de sécurité, et c'est en présence du chef d'état-major et du ministre de la Défense nationale Issoufou Katambe. Le reportage de la rédaction. Après le passage hier matin au palais présidentiel des membres du gouvernement, les députés nationaux, les chefs des institutions et les corps diplomatiques accrédités au Niger, ce fut le tour des forces de défense et de sécurité à prendre d'assaut le palais présidentiel dans l'après-midi pour présenter les vœux les meilleurs du nouvel an 2020 au président de la République, en chef de l'État, Issoufou Mamadou. Le ministre de la Défense nationale nous livre ses sentiments en ces termes. De la présidence de la République, l'ensemble des couches socio-professionnelles, le président les rencontre pour leur présenter ses vœux de nouvel an, les vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de succès. Et par rapport à notre pays, et compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut, c'est tout à fait que dans les vœux, qu'on souhaite plus de victoires pour 2020. Et quelles sont vos impressions? Moi, je suis très content d'être ici, parce que là, toutes les forces de défense et de sécurité sont là, et le président a tenu à les féliciter et à les encourager pour tous les efforts qu'elles font pour que la paix et la sécurité règnent dans notre pays. Comme je l'ai dit, la sécurité se porte bien, et nos forces de défense et de sécurité ont les moyens de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et elles ont les moyens d'assurer la sécurité dans notre pays. C'est vrai que, comme je l'ai dit lors de mes dernières tournées, nous allons encore renforcer ces moyens-là pour leur permettre de faire face aux terroristes. Il est à noter que c'est au tour des couches socio-professionnelles et les partis politiques à emboîter le pas en marquant leur passage au sein du palais présidentiel pour présenter les meilleurs vœux 2020 au président de la République, Issoufou Mamadou. Il vous souviendra que le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a signé un décret portant remise gracieuse de peine à l'occasion de la fête du 18 décembre 2019, commémorant la date anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Ils sont nombreux les Nigériens qui se posent la question de savoir si le président du modèle Falumana est concerné par cette décision. Un extrait de l'analyse faite par l'acteur de la société civile nigérienne, Oman Bachar, avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. Le droit de grâce, qui porte sur la remise des peines, est un pouvoir discrétionnaire reconnu au président de la République, donc en vertu de l'article 72 de la Constitution. Ce pouvoir-là discrétionnaire n'est limité que pour ce qui concerne les crimes imprescriptibles. Donc les crimes imprescriptibles, c'est sur ça seulement que le président de la République ne peut pas exercer disons son pouvoir de grâce, puisqu'il s'agit là d'un pouvoir en tant que tel. Et quand on regarde pour ce qui concerne la grâce présidentielle accordée à l'occasion de la fête du 18 décembre 2019,
on peut, disons, voir trois structurations principales. La première structuration est que la décision a une portée générale et impersonnelle. La deuxième, est qu'elle porte de restrictions ou de limitations quant à son bénéfice. Et enfin, la troisième, elle comporte une certaine catégorie de personnes qui, même lorsqu'ils sont dans les cas d'exclusion ou de limitation, peuvent en bénéficier du fait de leur état personnel. Et cet état personnel, c'est notamment en ce qui concerne les personnes âgées de 70 ans et plus. C'est notamment en ce qui concerne les personnes atteintes de maladies cancéreuses, sidéennes et autres. Et enfin, c'est en ce qui concerne les femmes allaitantes ou en grossesse. Donc, nonobstant toutes les limitations, les personnes qui se trouveraient dans ce cas-là peuvent bénéficier justement de cette grâce présidentielle. Suite à ce journal, le président de la Commission nationale électorale indépendante CENI, Maître Issa Kassouna, a rencontré ce 4 janvier 2020 les acteurs politiques afin d'échanger sur le déroulement de l'enrôlement biométrique dans la zone numéro 1. On fait le point dans ce compte rendu de Maimouna Diado et Moumouni Abdraman. Faire un bilan à mi-parcours du déroulement de l'enrôlement biométrique dans la zone 1 constituée des régions d'Agadez, Dosso, Tawa et Tillabéri, débuté le 15 octobre 2019. Également, faire les points sur les audiences foraines sont entre autres points qui seront débattus par la CENI avec les partis politiques à cette occasion. Comme vous l'aurez remarqué, l'enrôlement biométrique a démarré le 15 octobre 2019 avec le déploiement du personnel, environ 7000 agents, et de 3500 kits dans 147 communes de la zone numéro 1, constituée des régions d'Agadez, Dosso, Tawa et Tillabéri. Cet enrôlement se poursuivra jusqu'au 19 janvier 2020 dans la 5e ère de cette première zone. Les données issues de cette première phase sont en cours de traitement au Centre national de traitement des données, CNT, créé et mis en place par la CENI, où siège une équipe de 40 informaticiens travaillant sur l'adjudication des premières données sous la supervision de la CENI et de Gemalto. Ces données provisoires seront confortées par l'adjudication en cours. L'adjudication, il faut le rappeler, est l'étape de vérification et de dédoublonnage des données collectées sur le terrain et transmises via Novesat en vue de l'établissement de la première liste provisoire. La CENI est en mesure de vous livrer le niveau de réalisation pour les 3 premières aires en attendant que les aires 4 et 5 de la première zone soient livrées dans les tout prochains jours. Nonobstant certaines difficultés évoquées par le président de la CENI, l'enrôlement biométrique est à un stade satisfaisant. En dépit des difficultés relevées, panne de kits, démission de certains agents, problèmes logistiques, en particulier au démarrage de ce processus, l'enrôlement se déroule aujourd'hui de façon satisfaisante. Toutefois, en raison de la dégradation de la situation sécuritaire, en particulier dans la région de Tillabéri, la CENI a, en rapport avec les ministères de la Défense nationale, celui chargé de la sécurité publique, apporté des réaménagements au plan initial destiné à conduire les opérations d'enrôlement dans l'ère 5, avec une plus grande efficacité. La CENI s'est donné les moyens d'assurer l'enrôlement de tous les citoyens remplissant les conditions requises. Les politiciens ont eu droit à une projection sur le déroulement de l'enrôlement biométrique dans la zone 1. Pour terminer, le président de la CENI réitère son appel à tous les acteurs pour que le cycle électoral et l'enrôlement biométrique en particulier bénéficient de l'appui actif et soutenu de tous. Il n'est un secret pour personne qu'il est désormais interdit de circuler en moto dans la région du Tillabéri. Ce qui ressort de la décision du gouvernement afin de sécuriser cette population. La décision concerne 10 départements sur les 13 départements que compte la région de Tillabéri. Concernant
Comment est-ce que la population du département de Saï ont-elles accueilli cette décision qui a pris effet le mercredi 1er janvier 2020? Explication avec le maire de la commune de Saï, Elhaj Oumarou Soumeila, au téléphone par Maïmouna Diado. Nous sommes dans un état de droit et que les gens sont libres, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de circuler, etc., etc. Mais aujourd'hui, dans ce cas de notre commune, il s'agit d'interdiction de circuler à moto. Cette mesure est prise dans le sens de la sécurisation de nos communautés. Et ce n'est pas de gaieté de cœur, ce n'est pas non plus une fierté pour le gouvernement de prendre cette décision, parce que ce dernier est aussi conscient de ce que cette décision va engendrer. Mais comme la sécurité n'a pas de prix, j'invite les uns et les autres à se plier devant cette décision qui s'impose. À travers cette décision, il tient à préciser que l'État cherche à améliorer justement la sécurité de nos populations. Donc une frange de cette population va bien sûr au chômage. Les fonctionnaires qui seront contraints de se déplacer à pied pour se rendre à leur lieu de travail. Il y en a qui seront contraints de rester toute la semaine à leur lieu de travail parce que ne pourront plus revenir à la maison comme d'habitude. Bref, c'est vraiment désolant, mais c'est pour notre sécurité. Et il faut que nous comprenions cela. Bien sûr, les gens vont au marché, maintenant il y a les parateurs de moto, il y a les taxis moto. Bref, plusieurs personnes se déplacent à moto maintenant pour vaquer aux occupations. Donc vraiment, ça va impacter sur l'économie de la commune, mais la sécurité prime. Je tiens d'abord à préciser que la sécurité, comme je disais tantôt, n'a pas de prix. Je veux dire à qui veut l'entendre que l'État est à cheval sur la sécurité de ses populations. Même dans le cadre des transferts de compétences, l'État ne transférera jamais la sécurité aux collectivités. Jamais la sécurité aux collectivités. Parce que l'État en fait son cheval de bataille. Si l'État a décidé de mettre, comment on appelle, de décréter l'état d'urgence dans notre commune, ça va dans le bon sens de la sécurisation de nos populations. Je demande à nos populations de se patienter, de se courber devant cette décision. C'est justement pour mieux sécuriser nos populations. La dernière fois, quand il y avait eu 71 morts à Inates, quand j'ai vu ces corps allongés 74, j'ai coulé des larmes. Je ne les connais pas, c'est des Nigériens, mais j'ai coulé des larmes. Donc vraiment, j'appelle nos populations à se patienter et à se plier devant cette décision. Peut-être que dans un bref délai, peut-être on va trouver peut-être une solution, l'État va trouver peut-être une solution pour cela. Mais ça va quand même dans le sens de leur sécurisation. Et s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de mobilité. Et cette interdiction que vous avez vue, peut-être l'État, bien sûr, a ses visions pour lesquelles il a fait ça. Il faut, si un pays n'est pas en paix, s'il n'est pas en sécurité, les gens ne peuvent pas circuler, même en voiture, même à pied. Et puis justement, par rapport à cette décision, notre reporter Aliassani a recueilli pour nous l'avis de l'acteur de la société civile nigérienne dans ce reportage. L'insécurité qui sévit dans la région de Tillabéri a fait que les autorités de la région ont déclaré un état d'urgence sur des communes. C'est ainsi qu'il est important de circuler à moto dans la région. Une décision diversement appréciée par les populations. Et ce problème concerne tout le monde. Ça concerne en réalité toutes les différentes couches socio-professionnelles de la zone. Et à tel enseigne que plusieurs options sont obligées de créer la synergie d'action pour pouvoir régler ce problème. Qu'est-ce que j'aimerais dire par rapport à ça? L'option administrative, l'option militaire, on le sait très bien, c'est le ressort exclusif de ceux qui dirigent. Mais elle n'est pas la seule option aujourd'hui qui peut régler ce problème. L'option de tenir compte des points de vue à travers un dialogue communautaire est très importante
à ce qu'elle soit jumelée avec les options administratives et militaires pour pouvoir faire ce combat. Si de point de vue, les gens font une gestion en solo, si je dis en solo du point de vue administratif et militaire, sans tenir compte que c'est une guerre asymétrique qui est dans nos tissus, qui on ne sait pas qui est terroriste, qui ne l'est pas, qui est en réalité complice, qui est co-auteur, on ne le sait pas. Pour pouvoir régler ce genre de problème, je pense bien qu'il faut dialoguer pas avec les terroristes, mais avec l'ensemble des acteurs qui peuvent contribuer à ce qu'on arrive à régler ce problème. Comme je j'aimerais dire à travers cela, le dialogue communautaire est important. Selon toujours la société civile, la décision d'interdire la circulation en moto est certes envisageable, mais elle ne suffira pas à elle seule pour pallier à ce problème. Quand vous prenez le cas d'espèce de l'interdiction des motos dans ces zones, l'État a ses raisons dont nous ignorons, du point de vue militaire et du point de vue administratif, mais il y a aussi une réalité que les terroristes cherchent à avoir comme gain, qui est celle de détruire carrément les zones où ils sévissent. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, quand on ne fait pas la part des choses, les gens ne sont pas opposés à ce qu'on interdise la circulation des motos, mais il faut réglementer. Vous ne pouvez pas dire en réalité de 8 heures ou bien dans la journée comme dans la nuit, les jeunes ne doivent pas circuler avec la moto parce que aujourd'hui c'est un moyen, ce n'est plus un moyen de luxe. Utiliser la moto, c'est un moyen de travail qui a remplacé nos animaux à un moment pour aller au niveau de nos lieux de travail. Franchement, il faut que les décideurs réfléchissent par rapport à cet état de fait parce qu'aujourd'hui, ça a déclenché des tollés dans ces zones-là. Et quand ça déclenche des tollés, je pense même que ce n'est pas une honte. Ceux qui dirigent, c'est des êtres humains. Ils ne sont pas parfaits. Ils peuvent se tromper. Et bon sang, pourquoi ils refusent de revenir et d'écouter cette population? On n'a pas demandé de donner raison à cette population, d'écouter cette population, quelle est sa motivation par rapport à ça. Si c'est réel, mais si le problème, si c'est pas réel, on l'informe, voilà l'option, voilà le pourquoi on ne peut pas vous permettre de le faire. Il est donc converger les efforts afin de trouver une solution définitive à cette insécurité qui mine le pays de manière générale. Et puis nous en venons à la partie magazine de ce journal consacré à l'analyse faite par l'acteur de la société civile nigérienne, Maman Bachar, sur le décret signé par le président de la République portant remise gracieuse à l'occasion du 18 décembre 2019, date anniversaire de la proclamation de la République. Monsieur, dames, ici prend fin votre 20h15 sur le miroir de la femme. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle très dynamique qui m'ont aidé à vous présenter ce journal, à très bonne réception. Bonsoir. Il faut d'abord préciser que la grâce présidentielle a un caractère général et impersonnel. En vérité, elle ne vise pas des individus en tant que tels, quelles que soient d'ailleurs les situations qui les concernent. Elle a une portée générale et impersonnelle, ça veut dire que toutes les personnes qui se trouveraient dans les cas cités donc doivent bénéficier ou peuvent bénéficier de cette de cette grâce présidentielle. Dans le cas d'espèce, naturellement, peut-être si le président de la République avait voulu faire un geste peut-être d'amitié ou d'apaisement, il peut peut-être faire en sorte que justement le cas le concernant ne puisse pas apparaître parmi les restrictions ou les limitations. Mais là, il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire qu'il ne partage avec personne. Donc, il est difficile dans ces conditions-là de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, penser influer
justement sur cette décision-là. Si par exemple ça devait se faire, de mon point de vue, ça pourrait être fait en coulisses, donc bien avant, peut-être la promulgation donc de la décision. Peut-être il pourrait éventuellement convaincre le président de la République sur la nécessité d'accorder cette grâce, donc y compris à ceux qui sont donc poursuivis et condamnés pour les faits donc qualifiés de supposition d'enfants. Donc mais là encore il y a un autre obstacle qui se dresse face à cette volonté, c'est notamment le principe d'égalité des citoyens devant la loi. Il y a un certain nombre de personnes qui ont été poursuivies et condamnées pour les mêmes faits et qui ont purgé leur peine et qui sont actuellement à liberté. Est-ce que on peut objectivement, dans ces conditions-là, soustraire donc de la sanction quelqu'un de précis, puisque si on constate que en fait la manœuvre vise à introduire ou à faire concerner spécifiquement quelqu'un, donc la grâce elle-même se trouverait, si vous voulez, vidée de son contenu en termes de principe général et impersonnel et en termes d'égalité des citoyens devant la loi. Mais nonobstant cela, je pense que dans le cadre de la recherche de l'apaisement et tout ce qui s'ensuit, on peut envisager cela si ça a été fait en amont. Mais ce qu'il faut également préciser, c'est que la grâce présidentielle n'efface pas la peine en tant que telle. C'est-à-dire la peine, j'allais dire la condamnation, se trouverait inscrite au niveau du casier judiciaire, ce qui est différent par exemple de l'amnistie qui elle efface totalement l'infraction en question. Mais pour ce qui concerne la grâce, c'est la privation de la liberté, c'est la peine ou une partie de la peine qui est pardonnée, mais la faute elle est reconnue, elle est inscrite. Donc, ce qui ne résout pas en fait le problème donc du président de le modèle Lumanassi, par exemple, il arrivait même à bénéficier de cette grâce présidentielle, puisqu'il aurait donc encore un autre combat à faire, qui est celui justement de voir effacer justement la condamnation qui aura été prononcée à son encontre. La seule exception qui pourrait éventuellement arriver, c'est ce qu'on appelle la révision. Si par exemple, après avoir même purgé la peine et tout ce qui s'ensuit, il aura constaté qu'il y a eu des vices, par exemple, par rapport au prononcé de la peine le concernant, il peut faire une procédure en révision pour voir complètement le procès en fait repris même en tant que tel. Et c'est aussi un droit qui est reconnu à tout citoyen. Mais dans le cas d'espèce, puisque c'est les élections de 2021 qui le concernent, une telle perspective ne pourrait pas être porteuse parce qu'elle ne règle pas le problème de la candidature en fait pour les élections de 2021. Voilà un peu, si vous voulez, l'enjeu du point de vue technique, quoi. La révision, elle est faite ou la procédure de révision, elle est entamée par toute personne qui se trouverait donc condamnée par erreur ou qui aura fait connaître donc à une juridiction un élément de preuve ou un élément sur la base duquel donc la juridiction s'est basée pour rendre le jugement. S'il parvient à démontrer que cet élément-là n'est pas fondé, ou cet élément n'est pas vrai, ou cet élément comporte des vices, il peut effectivement demander une révision de procès. Mais c'est une procédure assez longue
et qui demande beaucoup de patience dans beaucoup de situations, quoi. Mais la procédure de révision, c'est un droit aussi reconnu aux citoyens, à tout justiciable, quoi. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Radio Télévision Tambara 107 MHz. La voix de la femme. Tambara. Enfin, la télé. Shabby, you know you dey make me colo.